Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Radio JM a réuni Denise Toros-Marter, rescapée des camps de la mort d'Auschwitz, et Albert Corrieri, victime du service du travail obligatoire en Allemagne, 200 ans à eux deux. Du 23 au 26 juin, dans l'Instant Mag, chaque jour à 8h35, nous vous proposons d'écouter l'intégralité de leur échange et en podcast sur radiojm.fr. Vous avez tous les deux sur le bras les stigmates de cette période sombre de l'histoire que vous avez subie. Oui, c'est-à-dire que j'ai été immatriculé à 55-56 parce qu'ils en étaient arrivés à tatouer jusqu'à 400 000, et comme c'était trop long à tatouer, ils ont fait comme la loterie nationale, ils ont fait une série A, et pour reprendre un tatouage plus succinct, disons. Et donc de nous, de Paris et de Drancy, on a été acheminés en train, mais cette fois-ci, c'était pas des trains de troisième classe, des trains de marchandises, des wagons de marchandises, et on a été une cinquantaine dans un wagon avec de la paille, avec ma grand-mère qui soufflait et qu'on essayait de protéger parce qu'elle avait 72 ans. Et puis on essayait de faire passer des messages par la lucarne du wagon. Et on avait une tinette au milieu du wagon, et quand quelqu'un avait besoin, on mettait une couverture devant la tinette pour nous protéger et faire nos besoins. Enfin, c'était déjà un départ vers le drame, vers la catastrophe, mais on se rendait pas compte que c'était que le début. Et donc on est arrivé en gare de Strasbourg, on a pu mettre des messages, il y a des cheminots qui ont ramassé les billets, et il y en a beaucoup qui les ont envoyés là où c'était indiqué. Et puis c'est acheminé pendant deux jours et une nuit, et on est arrivé dans une destination inconnue. Et quand on nous a ouvert les portes, il y a eu des déportés qui étaient en costume rayé, qui nous ont dit que les femmes âgées prennent les enfants avec elles. Et on pensait qu'elles allaient aller dans un camp familial, et que on a été séparés, les hommes des femmes, les femmes âgées des femmes jeunes. Là, on a été dépouillés de nos vêtements, tondus en haut, en bas, et puis tatoués, et puis soi-disant on passait devant des guichets où on nous demandait qu'est-ce que c'est qu'on faisait, si on était pianiste, si on était couturière, si on était essayer peut-être de nous utiliser dans le domaine qui était le nôtre. Et puis tout simplement, le domaine qui était le nôtre, on n'en tenait pas compte du tout, et on a été des manœuvres, des pelletiers, des terrassiers, et encore heureux si on pouvait passer à travers les sélections, parce que si on était amaigri, surtout pendant les appels, où tous les matins à 5 heures il y avait l'appel, tous les soirs il y avait l'appel aussi, et tant qu'il n'y avait pas le compte exact dans tout le camp qui représentait peut-être 5000 personnes au moins, eh bien les capots recommençaient, et jusqu'à ce qu'on trouve leur compte. Et nous on était dans la boue, dans la neige, dans la chaleur, avec des oripeaux et avec des espèces de sabots dans la boue. Et puis on a été d'abord dans un bloc, c'est le bloc 31, c'était un bloc de triage. Après il y avait ce qu'on appelait le revire, c'était l'hôpital du camp, entre guillemets hôpital, et j'ai eu la scarlatine, on m'a hospitalisé pour la scarlatine, j'ai eu droit à un cachet d'aspirine pour toute mon hospitalisation, mais j'étais à l'abri des travaux herculéens que je devais faire comme mes camarades. Et puis quand je suis sorti de l'hôpital, d'abord j'ai demandé, mais ma mère, ma grand-mère, où c'est qu'elles sont? Et on m'a rien dit sur le moment. Et puis après, on m'a montré la cheminée du crématoire,
On m'a dit, ta mère, ta grand-mère, elles sont là. Elle est folle, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis, on a bien été obligés de comprendre que c'était vrai et que c'est les personnes qui avaient été sélectionnées au début, quand on est arrivé, si elles n'étaient pas utiles comme esclaves pour le Deutsche Reich, eh ben, elles étaient éliminées, envoyées à la chambre à gaz et au faux crématoire. Il y a eu des femmes qui ont été sélectionnées parce qu'il y avait trop d'arrivages, notamment beaucoup de Hongroises, beaucoup de Hollandaises, et il fallait purger le camp. Et donc on faisait des sélections et il y avait des camarades qui montaient dans les camions, qui allaient vers les chambres à gaz, qui nous ont crié, si vous avez la chance de vous en sortir, racontez, racontez. Et c'est ce que nous avons fait, nous, les privilégiés et les survivants des camps, pour ensuite témoigner de ce que nous avions vu. Voilà, et puis le régime, c'était encore que moi je faisais des tresses. On m'avait mis à la Weberei, qui était une usine de tresses. On ne savait pas pourquoi on faisait des tresses, mais on a compris plus tard que c'était des amarrages pour les bateaux. Et donc, on était tenu à faire 15 mètres de tresses, et si on les faisait pas, ben, il y avait le SS qui montait sur la table avec son chien et qui nous faisait mettre les bras tendus avec des briques punies. Le régime, ça a été pire encore, je crois, que les déportés du travail, parce que nous, le destin, c'était de nous éliminer par le travail, de nous éliminer par la sélection quand il y avait trop de monde dans le camp. J'ai eu la chance de pouvoir passer. Je suis allée dans un commando où il y avait une capot qui était communiste allemande et qui m'a protégée, qui m'a donné un peu à manger, parce que le matin, on avait une soupe, ou je me rappelle plus si c'était une tisane de gland, je crois, tisane de gland, et une soupe à midi, et le soir, un morceau de margarine, un quart de pain, ou une cuillère de confiture, ou un saucisson. Et après, il a fallu se débrouiller. On a trouvé des pommes de terre, on a partagé, on a échangé des pommes de terre contre du pain. Enfin, heureusement, j'étais avec mon amie Maude, qui était de Marseille aussi, et avec lesquels on ne s'était pas quitté. On a eu quand même relativement la chance d'être dans un commando qui n'était pas un commando extérieur et qui nous a protégés du froid, de la neige, de la boue et tout. J'ai eu les pieds gelés 3 fois. La 3e fois au 3e degré. Et j'ai dit maintenant, advienne que pourra, amenez-moi à l'hôpital. Et l'hôpital, c'était le Revire. Et l'hôpital, on m'a dit, oh non, qu'est-ce que tu peux encore travailler? Mais quand j'ai montré mes pieds, on m'a accepté parce que j'avais les doigts de pied qui étaient tombés du froid et j'avais plus qu'un demi-orteil au pied gauche, ce que j'ai encore maintenant, un demi-orteil au pied gauche et pas plus. Et donc je suis allée au Revire, à l'hôpital, et je sais pas si j'avais une bonne bouilleuse, mais je pense que j'ai eu un peu la protection des infirmières qui étaient là, qui étaient des déportés aussi, et c'était pour elles presque une planque d'être infirmière dans cet hôpital-là. Et j'ai bénéficié, de la gentillesse de certaines infirmières. Et j'ai repris le travail à Weberei, et après j'ai été à nouveau hospitalisée parce que mes doigts de pied étaient tombés. Et puis, j'ai dit maintenant, advienne que pourra. Et on est resté 4 jours dans un no man's land, c'est-à-dire que les Allemands étaient partis et ils avaient fait flamber le magasin de vivres, ils avaient coupé l'eau et ils ont été pris de court parce qu'autrement on aurait été tous massacrés et pris par le temps. Ils ont fui, ils ont déguerpi rapidement. Et nous sommes restés peut-être 3 jours dans un no man's land avec des infirmières bénévoles qui sont allées voler un peu de semoule
pour nous donner un peu de secours cuite. Ensuite, il y avait des déportés français qui sont venus voir s'il y avait quelques personnes qu'ils connaissaient. Il y a eu un déporté parisien qui est venu, qui m'a dit « Oh, ma belle, ne te fais pas d'illusions. Avec les pieds que tu as, il va falloir certainement t'amputer quand tu rentreras à Marseille. » Et puis, bon, les Russes sont arrivés, ils ont eu l'intelligence de nous nourrir petit à petit, parce que ceux qui étaient dans les autres camps, Buchenwald, Mauthausen ou autres, se sont jetés sur la nourriture et leur estomac était tellement fermé que leur estomac a éclaté et qu'ils n'ont pas pu profiter de la libération. Et donc après ça a été donc la Croix-Rouge polonaise et j'ai eu la chance encore de tomber sur un médecin qui était en mission à la Croix-Rouge polonaise et qui avait fait ses études de médecine à Paris. Et tout de suite, il m'a pris en considération et il m'a même proposé d'envoyer des messages à des amis de la famille. Et nous sommes restés donc libérés le 27 janvier 1945 et je suis rentré en France le 4 juin 1945 parce que j'étais pas transportable et je pesais 33 kilos. Albert, les stigmates de cette période sombre de la déportation. Chercher les wagons de charbon, c'est la vérité, on faisait 12 heures par jour. On a beau avoir 21 ans, mais vous savez, la fatigue se fait ressentir. J'étais de nuit, un soir, j'ai commencé à 7 heures du soir, et vers les 11 heures, j'étais à bout de force. Et comme j'ai vu que le chef n'était pas là, parce qu'il ne nous quittait pas, il rôdait par-ci par-là, moi j'étais tellement fatigué que je cherchais le chef, je le trouvais pas, j'ai dit il faut que j'aille me reposer. Et c'est ce que je fais, je quitte l'appel, je cherche un endroit pour aller me reposer, mais c'était l'hiver, il faisait très froid. C'était tout en fer, les usines c'est ça, hein. Donc il y avait des escaliers en fer, je montais les escaliers, je me suis mis à côté d'un chaudron, j'ai senti qu'il y avait de la chaleur, je me suis mis par terre, je me suis mis à dormir, mais il m'a pas fallu longtemps pour m'endormir, je vous le dis, j'étais crevé. J'ai dormi au moins à peu près, je pense, 1 heure. Mais au bout d'1 heure, je me suis senti frapper sur le dos, taper sur les pieds comme ça pour me réveiller. Je dis voilà, je suis fatigué, j'ai voulu me reposer, tout ça. Il me dit non, il faut aller travailler. Alors je lui dis je vais y aller. Il dit oui, j'ai des ordres, il faut que tu retournes travailler. Je suis allé retourner et j'ai continué mon boulot. Quand ça a été fini, on est rentré chez soi. C'était pas une baraque, nous, c'était une école désaffectée qu'ils nous avaient donnée en plein centre-ville de Ludwigshafen. On va chez nous, puis un soir, on a été pris pour une alerte, 11h30, minuit, quoi. On sort de là, c'était en plein centre-ville, les bombes commencent à tomber, ça déferlait drôlement. Hein. Là, ils y ont mis le paquet, parce que quand le bombardement a duré 6 heures de rang, on se demande comment on peut arriver à faire un bombardement de 6 heures. Hein. Moi, je l'ai subi, malheureusement, parce que les Anglais et les Américains se relayaient. Donc quand partait une vague, l'autre arrivait et ça bombardait. Je pense qu'ils avaient fait une stratégie pour pouvoir démolir les deux villes ensemble, Mannheim et Ludwigshafen. Donc Mannheim et Ludwigshafen ont été détruits entièrement. Bombe à phosphore, bombe explosive. Et moi, je me trouvais à 2 heures du matin dans un coin d'une rue de Ludwigshafen, pas très loin de l'école d'ailleurs. On ne pouvait pas s'abriter parce que les abris étaient réservés pour les Allemands. Donc il fallait pas rentrer dans les abris parce qu'on vous faisait sortir. C'est ce qui m'est arrivé une fois. On m'a pris par le callback et on m'a fait sortir de l'abri en plein bombardement. Ça, c'était pendant une cérémonie qu'on avait fait pour faire une cérémonie mortuaire où une bombe a tué 95 de mes copains et la baraque a pris feu. Et moi, ce jour-là, je me trouvais pas là. Je vous dirais que j'ai sauvé 8 fois ma poule. Oui, alors les stigmates sur l'avant-bras. Le 7 septembre, on se met une quinzaine de copains pour aller voir ce qui s'est passé dans la nuit. C'était vraiment une catastrophique ce qu'on a vu. J'étais avec mon copain et il y avait les copains qui étaient derrière nous. On n'était pas près une quinzaine. Moi, je m'arrête pour dire aux copains de s'avancer et lui continue à marcher. Ça a été un destin pour moi. J'ai la vie sauve par rapport à ça. Les copains étaient une quinzaine, vingtaine de mètres, je les appelle, et le gars commence à continuer. Alors j'étais à sa droite et le destin a voulu que quand je suis allé le rejoindre, mon copain, je me suis mis à sa gauche et on marche. Peut-être 5-10 minutes après, on voit une bombe qui flambait. Alors on s'est dit, il n'approche pas, on ne sait pas ce que c'est, ça c'est, on n'a pas fini de dire. Moi j'ai dit, on dirait un feu de Bengale, j'ai pas fini
fini le mot, la bombe a éclaté. Le gars qui était à côté de moi, il a été tué net. Il a pris un éclat dans le cœur. J'ai vu le sang couler de son cœur. Je le revois à flot. C'est terrible. Il est tombé sur moi. Moi, je suis tombé aussi. J'ai eu le bras traversé par l'éclat de la bombe. Et on m'a transporté à l'hôpital pour mon copain qui était décédé. Ça m'a bouleversé. Quand je suis entré à l'hôpital, il y avait 2 docteurs qui m'attendaient. Quand ils ont vu la blessure, ils ont coupé les vêtements avec le ciseau. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit Abschneider, faut couper. Je disais non, je me plaignais, je disais pas couper le bras. Une chance inouïe. Dans le bloc opératoire se trouvait un infirmier français. Il lui a dit non, vous coupez pas le bras à ce monsieur, vous le laissez, je m'en occupe. Et les 2 Allemands sont partis. Il m'a sauvé de l'amputation. Il y a un Dieu, il y a quelque chose qui m'a sauvé le bras. Et ce monsieur, j'ai essayé de le revoir, j'ai pas pu parce que j'ai fait 1 mois d'hôpital. Après, il m'a transporté à l'infirmerie. Et là, j'ai fait encore 1 mois d'infirmerie. Et là, j'ai été soigné. Alors, je vous explique maintenant à l'hôpital comment ils me faisaient les pansements. C'est vraiment de la barbarie. Les infirmières, les docteurs, je dis bien à cette époque-là, en 43, ils coupaient des gaz, ils faisaient des mèches, ils le trempaient dans l'alcool et ils me passaient la mèche dans la blessure et ils me rinçaient à l'alcool 90 intérieurement pour me faire gueuler et je criais, croyez-moi. Et puis quand ils avaient fini le rinçage, qui soi-disant me nettoyait, au lieu de le sortir et de me faire un pansement dessus et dessous, ils m'a laissé le gaz dedans. Et ils ont fermé là, ils ont bandé et ils m'ont laissé 15 jours comme ça. Donc quand ça pourrissait, j'avais le bras tout violet. J'ai eu encore une chance qu'on m'a transporté tout de suite à l'infirmerie du camp. Ils ont pris ça au sérieux parce qu'ils ont dit il va avoir la gangrène. J'ai évité la gangrène presque d'un rien. Et là, ils m'ont sorti le pansement. Imaginez-vous un peu le cri que j'ai fait lorsqu'ils ont sorti la mèche qui était collée entre je vais vous faire voir mon bras. Regardez. Ils étaient beaucoup plus dans l'infirmerie, j'avais affaire à des Français, ils y allaient doucement, mais ils tiraient, mais moi je gueulais. Il a fallu recommencer parce que le sang sortait, ça giclait partout. Enfin bref, je m'en suis bien tiré. J'ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça que je demande de réparation, parce que je peux le demander la réparation, parce qu'il n'y a que moi qui ai souffert. J'ai fait des interviews, je suis passé à la télévision, je fais même voir que les juges ne voient rien. Donc ils donnent leurs décisions par des lois qui ne sont pas justifiées, parce que moi je pense qu'ils ont mélangé les volontaires avec les STO. Voilà pourquoi nous n'avons pas été réparés. Moi, ils m'ont pris pour un volontaire, alors que je n'ai pas été volontaire. J'ai tous les papiers qui le prouvent. J'ai des certificats, voilà. Donc voilà, j'ai été dégoûté par la mauvaise loi que je trouve qui n'est pas bien instaurée en France. Voilà. Et les juges, malheureusement, sont un peu faibles là-dessus. Une personne qui a souffert et qui vous le fait sentir, parce que moi, quand je parle, je le ressens le mal. Donc, c'est pas pris en considération. Pour moi, je suis déçu, entièrement déçu. Pas de la France, parce que c'est mon pays, c'est une nation, je la respecte, mais pour l'État français, pas bon. Oui, et vous avez lancé un appel au président de la République. Il fallait aller, moi, à Marseille. L'expert, c'était docteur Israël, et il me menait en bateau. Il me disait non, mais si vous allez demander un peu plus pour votre pension, on va vous dégoûter. Et vous voyez, ce monsieur qui est passé avant vous, il a demandé que sa pension soit relevée, et on l'a dégoûté, et vous risquez trop. Et finalement, j'ai dit, mais moi, je peux aller à Paris. Oui, vous pouvez aller à Paris, mais méfiez-vous. Alors, je suis allé passer une expertise à Paris. Et à Paris, quand ils ont vu, regardez mon pied. Et oui, en effet. Et j'avais la gangrène et j'ai eu 3 opérations, une là-bas, et des esquilles d'os qui pourrissaient. Finalement, c'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie. Quand il a été évacué, les Allemands arrivaient, les Russes arrivaient à ce moment-là, et donc j'étais à l'hôpital du camp et la Croix-Rouge polonaise est arrivée. Là, il y avait un médecin de la Croix-Rouge polonaise qui m'a vu et comme je le disais tout à l'heure, avait fait ses études à Paris et quand il a vu mon pied, il m'a enlevé avec une pincette les morceaux d'os qui pourrissaient à mon pied. Et après, l'infirmière, elle m'a versé aussi le désinfectant sur le pied. Là aussi, j'ai vu 36 chandelles, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a sauvé le pied. Et nous souhaitons un bon séjour à Albert Corrieri, qui a 103 ans, est en ce moment à Ludwigshafen, le lieu même où il fut déporté. C'était l'Instant Mag,
votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.